Bonjour à tous, bienvenue sur France Soir pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Langlois, qui est policier de profession, de carrière, et maintenant candidat à la présidentielle de 2022. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour une refondation, mais ce week-end a lieu le deuxième tour des élections régionales, et le premier a été marqué par une abstention massive, en particulier chez les jeunes. Quel regard vous portez sur les scénarios de ces élections dans les différentes régions et la profonde désaffection des Français qui semble se manifester plus que jamais? C'est que c'est organisé depuis des années, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui dit « Oh là là, on le découvre ». Benjamin Constant, en 1819, un discours à l'Assemblée nationale à l'époque, enfin à l'Athénée Paris, avait déclaré « Les représentants du peuple vont tout faire pour vous écœurer d'aller voter, de vous désintéresser du bien public en disant « On va le gérer pour vous, soyez tranquille ». Et lui, il avait répondu « Écoutez, on va faire quelque chose d'autre, que l'autorité se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux ». C'est que voilà, il y a le cadre à définir, mais après, c'est pas venir le moment de nous embêter. Et aujourd'hui, cette désaffection sur l'abstention, il y a sûrement plein d'analyses différentes, donc il y a plein de facteurs, je pourrais pas tous les maîtriser, mais en tout cas, il y a certaines pistes. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne. Donc c'est très compliqué de choisir si on n'a pas de campagne. C'est-à-dire que les gens ont bien des débats, des idées, donc il n'y a pas eu cette confrontation d'idées. Certaines professions de foi ne sont pas arrivées dans les foyers. Donc c'est-à-dire que ceux qui n'avaient déjà pas de débat, pas d'information écrite. Notamment celle des listes citoyennes qu'on avait interrogées sur France Soir, qui avec peu de moyens ont rencontré beaucoup d'obstacles pour tout simplement imprimer leur bulletin de vote, voilà, ou donner l'information Les difficultés, après, il y a un deuxième souci, c'est voilà, des fois, c'est aussi un petit peu censitaire, parce que ça demande un budget de se présenter. Donc ça, c'est autre chose, c'est sur le choix politique qu'il peut y avoir. Mais sur l'abstention, la deuxième chose aussi, c'est que à l'école, on ne forme plus des citoyens ou des électeurs, on forme des gens qui vont être employés, etc. Mais quelles sont les nouvelles générations qui ont des cours d'instruction civique? Sur à quoi ça sert un élu régional, à quoi ça sert un élu départemental, quelles sont les compétences. On a encore pu voir dans cette campagne des sujets qui n'avaient rien à voir avec les compétences pour lesquelles les gens allaient voter. Par exemple, la sécurité. La sécurité, par exemple. Qui n'est pas une compétence directe de la région. En dehors des transports et de la protection des lycées, le reste, ça n'a pas du tout de son lieu dans le débat. Donc, il y a des choses qui sont hors sujet et les gens vont quand même se déplacer sur ça. Troisièmement, c'est ce que l'offre politique était claire et établie. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi d'avoir une grande multitude de choix. On a surtout l'impression des fois qu'on change juste l'emballage. Donc aussi, c'est l'accès à avoir des choix qui sont pertinents. Et donc aussi, si on mélange tout ça, on a quelque chose où les gens sont désintéressés. Et une dernière chose aussi, c'est que j'ai des copains suisses qui me disent, nous, à chaque fois qu'on va voter, on a l'impression qu'on va changer l'avenir de notre pays avec notre bulletin de vote. Chez nous, on a désacralisé le vote avec, en disant, il y a eu un référendum, par exemple, sur un traité européen. En 2005. Les Français avaient dit non. Quelques années plus tard, le Congrès réuni à Assemblée nationale, Sénat, dit oui. Du coup, on dit, attendez, ça sert à quoi de nous demander notre avis? Du coup, il n'y a plus eu de référendum depuis. Donc, les gens sont désabusés sur le sens qu'ils peuvent donner à leur vote. Donc, tout a été organisé pour arriver à cette structure. Et en plus, une autre chose aussi qui est une particularité de la démocratie française, c'est que nous votons un dimanche. Les autres démocraties occidentales votent en semaine. Et ce qui veut dire que les gens, ils reviennent du travail, ils refont tout ça, ils en profitent pour aller voter. Là, c'est sur un temps de loisir. Et du coup, le cerveau dit, moi, je suis sur un temps de loisir, je suis sur autre chose. Du coup, l'alternative devient, c'est plus un devoir, mais ça devient aller à la chasse ou à la pêche, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts grandissants. Plus, en plus, on dit, en plus, c'est même pas sur mon chemin. Je peux faire des choses qui seront plus intéressantes ou je vais me reposer sur autre chose et encore renforcer après une période où les gens étaient confinés ou ont été moins libres de leur mouvement. Donc, tout était pour arriver à cette abstention massive. Et en plus, en France, sans aller me chercher dans les pays à côté, si on veut que les gens votent, par exemple, tout simplement pour les élections syndicales, c'est sur le temps de travail en semaine. Je veux dire, on peut faire des choses pour inciter les gens à aller voter sans pour autant rendre le vote obligatoire. Enfin, des choses qu'on sait déjà faire nous-mêmes dans d'autres domaines. Donc, toutes les conditions se réunissent pour une abstention massive, ce qui est très dangereux, parce qu'au final, une démocratie ne peut fonctionner que si les gens vont voter, donnent leurs mots, participent au débat, et sinon, une petite classe politique n'a pas besoin de grand monde, en fait. S'il y a l'apparat de la démocratie, leur suffit. Et alors là, entre les deux tours, on avait vu donc les classiques phénomènes de cuisine politicienne entre fusion de listes qui sont prévus par le processus électoral, mais quelques noms d'oiseaux, je pense notamment à Valérie Pécresse qui a qualifié les listes de la France Insoumise d'ennemis de la République. Ce spectacle, ça participe pour vous de l'abandon des Français de l'action politique, du vote? L'action politique, ce qu'on voit depuis plusieurs années, j'ai regardé pour les élections présidentielles, mais une dégradation du débat public. On n'a plus de débat public, en fait. On n'a plus des échanges d'idées, des propositions, et les gens choisissent avec un éclairage en disant, moi, je veux ce choix politique plutôt que celui-là, je comprends les conséquences de mon vote. Aujourd'hui, on est juste à salir son voisin. En disant, il fait ça, et on espère s'en sortir le plus propre possible en jetant de la boue sur les adversaires. Mais c'est pas du tout très
grandissant et épanouissement intellectuellement. C'est si remettons du débat. Là, on est sur des monologues, on fait des polémiques sur tout et n'importe quoi pour faire le buzz, mais dans le mauvais sens. Et les gens se disent, mais c'est un cirque en fait. Ça n'a rien à voir avec un débat d'idées. Je reprends le parallèle avec la Suisse. Quand ils vont voter, ils ont un petit fascicule qui leur donne les conséquences. Ils disent voilà les choix possibles, voilà ce qui va se passer par rapport à tout ça, et voilà les conséquences qu'il va y avoir. Maintenant, c'est vous qui prenez le choix politique de prendre telle direction ou telle direction. En France, on a juste l'impression qu'on choisit nos gestionnaires pour les années à venir, ce qui est quand même pas du tout pareil. Alors vous êtes engagé depuis très longtemps au sein de la police d'abord, dans les syndicats. Vous avez été chez Alliance, Vigie, CGT. Vous avez été candidat ensuite en politique pour la France Insoumise en 2017. C'est bien ça? C'est bien ça. Et aujourd'hui, vous vous présentez donc pour 2022 en candidat ni droite ni gauche, hors du système des partis. C'est quand même un peu erratique comme parcours, non? Vous mangez à tous les râteliers ou? On peut même recommencer, ce que vous avez même oublié de préciser. Quand j'étais à la fac, j'étais déjà engagé syndicalement à l'UNIC. J'ai même été invité à la Garden Party de l'Élysée par Jacques Chirac en 2003 suite à sa réélection. Donc oui, alors l'UNIC en plus c'est le syndicat plutôt à droite, carrément à droite, cassé à droite, mais du coup j'ai toujours été fidèle à mes valeurs en fait, et j'ai choisi les instruments parce qu'il y a des gens qui veulent coller des étiquettes sur les syndicats, sur les associations, sur les partis politiques. On peut mettre des étiquettes, mais qu'est-ce que ça permet de façon pratique de faire? Moi, j'ai toujours deux valeurs qui m'ont guidé, la liberté et la responsabilité qui va avec. Et à chaque fois, j'ai choisi l'outil qui me semblait le plus pragmatique pour arriver à cet objectif. Et en fonction des moments, les outils n'ont pas été les mêmes. Voilà, parce que tel moment, c'était par exemple à l'UNIS, ce qui me semblait le plus pertinent pour travailler localement. Après, il y avait Jacques Chirac, ça me semblait le plus pertinent. Après, j'étais chez Alliance parce que j'avais découvert un délégué local qui a fait son travail. Finalement, le reste m'a déçu, donc je suis passé à la CGT. Après, j'ai fait Vigie, mais en fait, les valeurs n'ont pas changé. C'est les institutions des fois qui sont gérées par des hommes en fait et des femmes et qui sont des fois changent de leur but initial ou ne vont pas dans le sens. Et c'est ce que oublient beaucoup de personnes, c'est que une personne morale, donc ce qui est un parti politique ou une association ou un syndicat, c'est ce qu'on en fait. Et voilà, il y a des fois à se dire plutôt que de rechanger toute la machine, trouvons une autre machine qui sera plus adaptée comme cheval de bataille. Donc en fait, je suis assez cohérent sur le fond. Après, on peut se plaindre des fois que les humains peuvent changer les formes de certains sujets. Et puis c'est des univers aussi où les combats n'étaient pas forcément les mêmes que ceux dans la police et maintenant dans l'action politique. Alors sur les actions syndicales, ça pouvait se rejoindre parce que c'était comment améliorer le quotidien, donc à la fois des étudiants, après des policiers. Donc ça c'est sur les conditions de travail, comment améliorer le quotidien. L'engagement politique effectivement change de niveau en disant comment on organise la société politiquement avec des choix de société, des choix d'orientation et un cap à donner pour savoir où on va. Donc là on n'est plus sur la défense d'une gamelle ou certaines particularités, mais donner une vision sur un avenir qui engage quand même tout le monde et qu'on essaye de donner un espoir. Et la différence aussi que je fais très notamment entre les deux choses, c'est que quand on est dans un syndicat ou une association qui milite pour certains sujets, on est dans de la confrontation, on se bat que pour ça. Et quand on fait de la politique, dans le sens qu'on essaye de faire avec Refondation, c'est de rassembler les gens le plus possible, c'est de trouver des consensus avec des idées radicales dans différents sujets, mais qui soient acceptables par la majorité pour qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tel sujet, on peut être très clivant sur tel sujet. Non, on peut être radical et trouver le juste compromis, voilà, la voie du juste milieu, mais on peut pas se concentrer sur certains sujets comme c'est dans le cas du syndicalisme ou d'autres associations d'intérêt particulier. Refondation 2022, c'est votre slogan pour votre campagne qui s'amorce, qui s'est lancée. Et vous dites que la France est à la croisée des chemins avec une alternative. Soit elle s'enfonce sans bruit dans le déclin au point de se dissoudre, de se soumettre, de disparaître, soit elle se relève et se refonde. Vous voulez rassembler les gilets jaunes, les abstentionnistes, tous les déçus de la politique, les ni droite ni gauche, tous les gens qui ne sont pas affiliés à un camp en particulier. En fait, typiquement... tous ceux qu'on n'entend pas ou qui ne se déplacent pas au régional, par exemple. C'est pas un peu trop fourre-tout comme approche? Vous avez une boussole plus précise que celle de vouloir rassembler? Non, mais rassembler les gens, on peut pas les rassembler sur n'importe quoi. C'est que le constat qu'on a, on a aujourd'hui une classe politique qui lit la réalité par des tableurs statistiques, des tableaux Excel, et qu'ils ont une réalité figée par des chiffres et qui est plus conforme à ce qu'ils imaginent qu'à la réalité de terrain. Quand on va voir les gens, on leur dit qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez faire les choses. On se rend compte qu'ils sont d'accord sur l'essentiel,
que sur les choses où ils sont pas d'accord, on est capable d'avoir un débat mesuré et de trouver des choses. Donc c'est sur ce cadre-là. Et si on revient sur les deux valeurs cardinales qui fondent le programme, liberté et responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, encore plus avec la dernière crise qu'on a pu traverser au niveau de la gestion sanitaire, c'est qu'on a déresponsabilisé les gens, on les a infantilisés, on leur dit c'est pas bien, vous êtes pas sage, donc on va vous confiner, on va faire des choses. Donc on change le braquet. Deuxième chose, c'est que si on veut vivre libre, le plus libre possible, il faut accepter la conséquence de ses actes. Et aujourd'hui, on a un État qui n'est pas responsable de ses actes. C'est-à-dire qu'il se prend plein de choses, mais derrière, il n'est pas responsable. Comment on veut que des citoyens soient responsables si l'État ne montre pas l'exemple? Donc, il faut remettre les choses dans le bon sens, avec l'exemplarité qui vient d'en haut. Donc quand on discute avec tout le monde, là, les gens, quelles que soient leurs convictions politiques profondes, ils sont d'accord sur ça. Deuxième chose, on a deux oppositions. L'opposition qui a été faite sous le mandat d'Emmanuel Macron, où Mme Sibeth Ndiaye avait pu déclarer en tant que porte-parole du gouvernement, si je dois faire usage de la violence pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élu, je l'assume. Bon, c'était sur la réforme des retraites, il se trouve qu'ils n'avaient pas été élus pour ça dans leur programme. Mais si on compare par rapport au fondement de la République française, Troisième République notamment, Louis Blanc avait dit le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues parce que justement on trouve un consensus. Et les lois de la Troisième République, surtout celles du début du XXe siècle, fin du XIXe, sont encore présentes aujourd'hui sans quasiment aucune modification parce que justement, les gens avaient trouvé un accord qui était acceptable par tout le monde. Et c'est ça qu'on essaye de refaire, c'est-à-dire de fixer un cadre où les gens pourraient être libres et responsables pour que l'État fixe, comme disait Benjamin Constant, que l'autorité soit juste parce que les gens ont besoin de justice pour que les choses soient pareilles. Il n'y a pas de petit ou grand tricheur, c'est la règle, c'est ça, on l'a dépassé, on ne l'a pas dépassé. Et que chacun doit pouvoir vivre heureux comme il l'entend, sans gêner son voisin. À partir de là, sur ces fondations-là, en fait, il y a quelque chose d'un grand boulevard. Et c'est ce qu'a essayé Emmanuel Macron dans ce qu'il avait dit en 2017 de rassembler ni gauche ni droite, mais finalement, il a trahi les gens de gauche et de droite qui croyaient à quelque chose de transversal. Et de façon plus éloignée pour clore le débat gauche-droite, c'est la grille d'analyse qui n'est plus la bonne non plus. Aujourd'hui, c'est pas avec cette grille d'analyse qu'on peut voir la classe politique. À titre de comparaison, c'est comme si on avait analysé les politiques du XXe siècle. Par exemple, on avait classé Jacques Chirac ou François Mitterrand avec la grille de lecture du XIXe siècle. On leur aurait posé la question, Monsieur le Président de la République ou Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac, est-ce que vous êtes plutôt bonapartiste, légitimiste, orléaniste ou républicain? On voit bien que la question n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, donc il faut réadapter les grilles de lecture par rapport à un nouveau contexte politique. Alors à ce sujet, même si c'est une étiquette que vous allez peut-être refuser, ne serait-ce que parce que c'est une étiquette, je vous transmets une question d'un de nos lecteurs qui s'appelle Thomas, qui voulait savoir si vous étiez, si vous définissiez comme souverainiste ou pas du tout. Et question subsidiaire, quel est votre regard sur le Frexit, la possibilité pour la France de suivre le chemin de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni, et de sortir de l'Union européenne? Alors souverainiste, oui, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot, mais ça semble une grille de lecture plus adaptée à notre siècle. Dans tous les cas, c'est maintenant. Donc effectivement, souveraineté, il faut que les gens puissent reprendre leur souveraineté. Donc la souveraineté commence par le peuple. C'est l'échelon, nous on est pour la subsidiarité, c'est-à-dire que chaque échelon gère son truc. C'est-à-dire quand on peut gérer quelque chose tout seul, on le gère tout seul, la famille, les associations, la commune, et on monte au fur et à mesure que chacun au bon échelon soit responsable de son niveau. Ce qui d'ailleurs en théorie est un principe de l'Union européenne, mais qui dans les faits n'est pas respecté. Ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est que l'Union européenne, pour avoir des sujets par exemple, comme la Ariane spatiale, ça c'est un sujet à l'Union européenne, ou ça, l'industriel moteur, Airbus. Par contre, quand nous avons l'Union européenne qui est en train de discuter combien de grammes faut mettre dans une tablette de chocolat pour avoir l'appellation chocolat, je pense pas que c'est du bon niveau. On va parodier le général de Gaulle, qu'on lui a dit, moi, je veux pas qu'on vienne m'emmerder avec le prix du chou-fleur en Bretagne. Ils peuvent gérer ça à un autre niveau. Donc voilà, donc après, Vous êtes breton, donc l'exemple n'est pas choisi au hasard. Voilà, mais on m'a donné la citation et j'ai trouvé assez amusante et assez parlante pour l'actualité. Donc c'est qu'on remette les choses au bon niveau. Aujourd'hui, si tout le monde fait n'importe quoi, on arrive à des gestions qui n'ont ni queue ni tête et on oublie l'essentiel à chaque niveau. La deuxième question, donc souveraineté, oui, souverainiste, parce que c'est à partir de la base du peuple, c'est comme ça qu'on monte. La deuxième chose sur le Frexit. Le Frexit, c'est non. Enfin, je veux dire, voilà, pour répondre à la question oui, non, mais. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas satisfaisante. Quand on discute avec des personnes, voilà, ils nous disent, moi, je suis pour le Frexit. Certains disent, voilà, il faut qu'on parte de l'Europe parce que l'Europe, c'est pas bien. Donc, du coup, après, on pose les questions. On dit, qu'est-ce qui n'est pas bien? Voilà, non, mais c'est créé comme ça. Donc, du coup, c'est pas l'Europe en soi qui pose problème, c'est qu'est-ce que l'Europe est devenue. Donc, il y a deux solutions. On va au restaurant, on nous amène un plat qu'on n'aime pas. On a commandé quelque chose, ce qui a été le cas pour l'Europe, et on nous amène autre chose. Il y a deux solutions. La première solution, c'est dit, excusez, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me changer le plat? C'est pas ce que j'ai commandé, vous allez me remettre ce que j'ai demandé. Deuxième solido, on renverse la table. Bon,
pas sûr que renverser la table apporte une solution supplémentaire, en tous les cas, au problème. On s'est fait peut-être plaisir, mais ça n'avance pas. Donc, on est eurocritique avec Refondation, de dire ça ne va pas, ça c'est le constat. Maintenant, comment on change les choses pour revenir au bon niveau? Si on remet les choses au bon niveau, l'Europe s'occupe de l'industrie, recrée de l'emploi, recrée aujourd'hui, plutôt que ce qui s'est passé, du dumping social. C'est qu'on recrée des harmonies pour aller vers le haut. Là, aujourd'hui, l'Europe casse des emplois, tire vers le bas. On a pu voir pendant la gestion crise Covid, on aurait dû avoir une solidarité pour gérer ça de façon européenne. On était en train de se voler des masques sur les tarmacs des aéroports. Enfin, je veux dire, on est complètement sur un non-sens. Donc, cette Europe-là, personne n'en veut. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour dire que voilà. Mais après, c'est comment on change les choses. Donc, c'est là où il faut qu'on travaille. Et les réponses toutes faites qui nous disent on va faire ça, on va faire ci, ben non, justement, la complexité de l'Europe, mais comme dans toutes les relations internationales, c'est que ça se fait avec des partenaires. Donc, on peut dresser un cap, on dit on veut aller là, voilà. Mais par contre, ça va pas se faire tout seul et ça va pas se faire du jour au lendemain et ça va prendre du temps. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à prendre ce temps long? Le système actuel a été capable de, par petites étapes, de détruire et d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui, mais par petites couches. Ben maintenant, il faut qu'on refasse l'étape dans l'autre sens. Parce que je suis un grand fan d'Aristote, mais il disait pour changer les choses, ça ne sert à rien de faire une révolution de tout casser d'un coup. En général, on change juste ceux qui profitent du système. Ça prend du temps, il faut changer les choses pour qu'il y ait une certaine stabilité juridique, pour qu'on arrive à l'objectif. Maintenant, il y a deux camps qui peuvent s'opposer sur ce sujet. C'est dire, nous, on veut viser la Lune et on veut tout de suite la Lune. Nous, on dit, on va commencer par monter les premiers barreaux de l'échelle parce que tant qu'on vise la Lune, on n'y arrivera jamais. Il faut bien commencer à monter et se fixer des points d'étape. Alors, vous avez déjà un programme qui se dessine, plusieurs points, notamment sur l'écologie, le repeuplement des campagnes, sur l'économie avec la relocalisation d'industrie, vous en avez parlé. Pour la police, passer d'une politique du chiffre à une politique du résultat. Nous avons deux points sur lesquels on voudrait vous interroger. Alors, le premier, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par la mise en route d'un service civique obligatoire d'1 an. Sachant qu'il y a le service civique volontaire en ce moment et qu'on a vu récemment une image qui a un peu choqué de la secrétaire d'État à la jeunesse qui passait en revue des jeunes dans des tenues qui auraient pu être presque celles de jeunes gardiens de la paix en formation. Ce serait ça le service civique que vous voudriez avec votre fibre policière ou ce serait tout autre chose? Ce sera autre chose. Parce que déjà, effectivement, j'ai vu cette image qui m'a choqué aussi en me disant mais qu'est-ce que font ces jeunes pour cet engagement-là dans une tenue qui ressemble effectivement très clairement à ceux des élèves gardiens ou des élèves adjoints de sécurité. Maintenant, il faut que les choses clairement. Nous, l'idée était plus de dire on va faire un tronc commun de quelques mois parce qu'en fait, il y a ce côté de cohésion nationale qui a été perdu. Moi, je fais partie des premières générations qui n'ont pas pu faire le service militaire, qui ont juste quelques journées d'appelé, mais c'est un regret parce que les gens dans ma famille avaient fait le service militaire et ils ont dit on l'a supprimé parce qu'il y avait cette fois ça pouvait coûter cher, mais des fois aussi il y avait des gens qui avaient des passe droits, qu'on était à 40% nombre de gens qui avaient des dérogations, c'est pas normal. Donc une fois de plus, si on met les règles justes, on dit la règle c'est ça, et tout le monde s'y applique. Il y a plus de dérogation parce que si, parce que ça, on y va tous. Et vous, ce serait civil. Ce serait pas du coup, ce serait pas militaire. Mais ils n'en veulent pas les militaires. Ils disent c'est pas notre boulot, on n'est pas des. Ça dépend lesquels. Il faut discuter avec certains ou pas, mais du coup, c'est très déjà l'idée. Donc ça, c'est encore, on a l'ossature du programme qui va être publié au mois de juillet. Voilà, donc ça, ce sera le grand cadre avec déjà pas mal de mesures, mais qui pourra être encore adapté, qu'on mettra en débat en fait, en disant s'il y a des idées qu'on a ratées ou des choses où on s'est trompé, c'est le moment de modifier pour que ce soit le plus rassembleur possible. Donc sur l'idée, il y avait plusieurs idées pour le moment. L'idée, c'était effectivement un socle commun militaire, dire de 3 mois. On dit voilà, vous faites 3 mois pour remettre les règles où tout le monde, il n'y a plus d'origine sociale, il n'y a plus rien, on est tous pareils, en uniforme, exactement la même chose, et hommes et femmes. Comme une préparation militaire light. Mais voilà, et après, chacun choisit s'il veut faire dans l'armée ou un service civique différent. Et en plus, on avait comme idée, vu l'actualité, d'envoyer aussi ceux qui s'est motivés sur l'écologie ou des choses comme ça. Il y a des choses, mais que les gens donnent du temps à la nation. Après, on sait aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire l'armée pour X raisons, ça on peut tout à fait le comprendre. Et une fois de plus, on dit, voilà, vous avez la liberté de choisir, mettons, vous avez aussi une responsabilité d'être français, donc il faut donner du temps à son pays. Et se mixer, ça permet de faire un bilan qu'on n'a plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, des fois, se parlent plus. Et moi, je sais que j'avais, par exemple, mon père qui m'avait dit, quand j'ai fait le service militaire, on était tous pareils devant le sergent. Ouais. Il n'y avait plus de papa, il fait ci, ou maman, on fait ça. Non, je viens de tel endroit aussi. Il n'y avait plus personne. C'était tout le monde pareil. Et c'était le côté où les gens apprenaient justement à se connaître avec différentes cultures, différentes origines sociales. Et c'est ce côté-là qu'on a perdu. Il disait après, on se recroisait et on avait une expérience d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, d'être français. C'est de recréer ça. Donc, c'est l'orientation qu'on veut donner. Ouais, pour revivre côte à côte, comme disait votre ancien ministre. Plutôt que face à face, voilà. Pour une campagne, concrètement, il faut donc du temps, de l'argent, des moyens humains. Vous avez parlé tout à l'heure du caractère un peu censitaire de l'arène électorale en France.
malgré la liberté théorique pour tout le monde de se présenter. Vous, comment vous allez faire pour réunir vos 500 signatures, pour trouver de l'argent? Qui vous accompagne dans cette aventure? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, le niveau présidentiel n'est pas les mêmes règles que pour les régionales. Les élections régionales, c'est que les listes doivent investir entre 70 et 80 000 euros et c'est compliqué de les sortir. Les présidentielles, même si les règles depuis le début de la Ve République ont été durcies, parce que les règles du début de la Ve République étaient, une fois de plus, quand on modifiait un objet qui était un monolithe de façon qui fonctionnait de façon globale et qu'on a cassé au fur et à mesure, ne fonctionne donc moins bien comme on peut le constater aujourd'hui. Mais au début, c'était 100 signatures. Maintenant, on est passé à 500. Bon, il y a 47 500 personnes à peu près qui peuvent donner une signature. On est encore raisonnable. Et par contre, l'autre chose, c'est qu'avant, il y avait directement l'État qui mettait, dès que les candidats avaient la possibilité de se présenter, ils mettaient de l'argent sur la table. Il y avait voilà. un forfait d'aide à l'État, et que la corrélation aujourd'hui, ça ferait 1,2 million d'euros actuels. Donc ça donne une égalité. Et il y avait aussi quelque chose d'intéressant au début, c'était l'équité réelle. Et ce qu'on nous a vendu l'équité, mais en faisant changer le sens profond des mots, on arrive à quelque chose qui n'a pas de sens, où les candidats avaient le temps de parole et les mêmes libertés, les mêmes points d'expression. Aujourd'hui, l'équité a été remplacée. Si vous avez déjà été élu, vous avez plus de temps. Si les sondages vous donnent raison, vous avez plus de temps. Sachant qu'en plus, les dernières élections ont montré que les sondages pouvaient se tromper. Donc en fait, on n'est plus sur l'équité, on est sur ceux qui gagnent encore plus et les autres vont ramer. Et donc, même après, quand on arrive enfin à l'égalité pure du temps de parole, une fois que les candidatures sont déclarées, c'est une égalité quantitative, mais en qualitatif, le traitement est loin d'être égalitaire. On est d'accord, mais après là, c'est un autre débat. Déjà, au moins, si chacun avait la même exposition de temps de parole, en tous les cas, ce serait déjà un début. Oui. Une fois de plus, il faut y aller par étapes. Ouais. Donc les 500 signatures, on a la chance de travailler avec Adrian Pabst, qui est un politologue anglais, donc il regarde ça d'un œil en disant, en France, vous avez la chance de pouvoir tenter des choses. Il a dit 500 signatures, ça peut vous paraître beaucoup, mais chez nous, en Angleterre ou sur le modèle américain, si on n'est pas dans un des deux partis, c'est plié. Donc vous pouvez tenter des choses, et 500 signatures par rapport au nombre de personnes qui peuvent les donner, parce qu'il y a les maires, mais aussi les élus départementaux, régionaux, les députés, sénateurs, les députés européens, enfin ça fait quand même beaucoup de monde. Et le contexte actuel fait qu'il y a eu quand même beaucoup de gens sans étiquette ou qui ont été déçus par leur parti traditionnel. Donc ça laisse une opportunité sur ça. La deuxième chose quand même qui est mis en place, mais c'est ça la difficulté, c'est que quand un candidat a ses 500 signatures, mais les 500 signatures ne peuvent être officialisées qu'à partir de février ou mars 2022. C'est-à-dire que là, il y a tout un temps où ceux qui ont de l'argent avant vont pouvoir jouer dans une autre cour. Mais là, l'État met sur la table un peu plus de 800 000 euros, enfin en prêt garanti. Donc du coup, ça revient un peu comme le début de la 5e, mais beaucoup plus tardivement. Donc après, ça c'est d'aller expliquer aux banques, de dire, bah, écoutez, il y a ça. Puis après, il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire campagne pour avoir des dons. Soit on fait comme certains avec quelques grands donateurs, puis on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et nous, on est plutôt sur quelque chose à la Obama, à la Bernie Sanders. On dit, voilà, on va aller chercher chaque euro un par un. Et on dit aux gens, 1 euro, 2 euros, 5, 10 euros, enfin tout ce que vous pourrez donner, chaque don n'est pas à sous-estimer. Et c'est avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les grandes rivières. Et en plus, dans le sens qu'on veut donner à notre campagne, ça a plus de sens. De dire, bah voilà, c'est vraiment un mouvement populaire qui veut changer les choses. Et donc c'est de ce côté-là, donc on sait que ça va arriver au fur et à mesure, ça prendra peut-être plus de temps, mais on n'est pas inquiet non plus. Alors vous dites vouloir prolonger avec cette candidature votre devoir de gardien de la paix, protéger et servir. Il y a un aspect qui a été étouffé en fait depuis les gilets jaunes qui ont été grandement restreintes, étouffées. Est-ce que vous pensez que 2022, la campagne qui s'annonce, sera un moment de reconquête des libertés, ou est-ce que vous avez l'impression ou la crainte que l'étau sécuritaire, d'état d'urgence, de restrictions diverses va continuer à se maintenir pour assurer un certain contrôle de la vie démocratique? Ça a commencé à changer depuis, j'allais dire, Manuel Valls, Premier ministre. Déjà, la dérive, 2016, par la fin du mandat, c'est-à-dire qu'on a eu la manifestation dans le travail, même avant, on avait aussi, même au même moment, la manif pour tous. Après, on a eu les mouvements écologistes, notamment COP21. Il y a à chaque fois, en fait, la réponse politique n'a pas été une réponse politique avec un débat, avec des arguments. On peut chacun se respecter, on finit pas d'accord, puis on tranche parce qu'il y a des gens qui ont été élus, d'autres non. Mais on s'écoute et on est capable de se respecter. Les pouvoirs publics ont décidé de réprimer ou d'utiliser un arsenal législatif pour empêcher les gens de s'exprimer. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on a passé dans le langage courant pouvoir public. Et en fait, ils n'ont pas à avoir de pouvoir, en fait. Mais en vrai, parler de puissance publique,
sous le contrôle du pouvoir du peuple. Et on a un petit peu inversé les choses. Mais en fait, quand on regarde déjà le sens des mots, on arrive déjà à se voir qu'ils sont en train de graver dans le marbre où ça va. Après, il y a un bouillonnement. Plusieurs personnes, notamment Jacques Attali, avait dit il y a quand même quelque chose où les réseaux sociaux, Internet, va empêcher le contrôle pyramidal parce que les gens vont s'éveiller et se partager des informations. Des fois qui seront fausses, des fois des contresens, mais il va y avoir des choses où il va y avoir de l'émulsion et il va y avoir une perte de contrôle. Et ça, il y a une classe politique qui ne veut pas perdre le contrôle. D'où ces lois au fur et à mesure de plus en plus sécuritaires et autoritaires. Donc effectivement, c'est une crainte. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on baisse les bras, on se dit c'est une fatalité. Et avec le mouvement Refondation 2022, on se dit non. Pour le moment, les règles du jeu actuelles permettent, même avec tous les vices, toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer, permettent encore de changer les choses pacifiquement, permettent encore de proposer une alternative crédible pour changer les choses et aller de l'avant. Donc c'est le message d'espoir qu'on veut porter. Et quand on discute avec les gens, je veux dire, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur niveau de vie, quelle que soit leur conviction profonde sur certains sujets où ils peuvent être très radicaux, eux, ils veulent justement ce côté pouvoir s'exprimer. Ils veulent pouvoir débattre, ils veulent le remettre du débat. Et donc la crainte qu'on peut avoir, c'est plutôt sur le débat public qu'il va y avoir, c'est qu'on n'aura pas de débat public mais des monologues, qu'on aura des polémiques plutôt que des échanges d'idées. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire. Après, chacun sera responsable de sa parole publique. Alors pour finir, je voudrais savoir où vous en êtes avec la police, parce que en novembre 2020, vous annonciez que vous la quittiez pour les mêmes raisons que pour lesquelles vous y étiez rentré, la défense des libertés et de l'intérêt général. En mars dernier, en plein bobo de la sécurité, le ministère de l'Intérieur annonçait que vous étiez révoqué, ce qui n'était pas ce que vous souhaitiez. Vous vouliez une rupture conventionnelle à l'amiable, voilà. Et puis un peu plus d'un mois après, le tribunal de Versailles suspendait cette décision. Où en est-on maintenant? Vous êtes libéré de cette institution, ou c'est toujours en... Alors c'est toujours en cours, et c'est même un mal français, c'est-à-dire que de la bureaucratie, parce que ce que je touche, en fait, peut toucher d'autres personnes. Donc moi, j'avais demandé une rupture conventionnelle, plutôt que de me la donner, ils essayent de me révoquer, donc on contourne le moyen légal avec un passe-droit. Le conseil de discipline dit non, il n'y a pas de souci, c'est un bon travailleur, donc il n'y a pas de raison de le révoquer, donc décision personnelle du ministre. Voilà. Et finalement, le tribunal dit, attendez, il n'y a pas vraiment de motif légal, réintégration. La difficulté qu'il y a, c'est que derrière, l'État n'est pas respectueux et n'est pas responsable. C'est-à-dire que je les avais déjà fait condamner en 2018, ils n'ont toujours pas appliqué un jugement du tribunal administratif de Versailles. Là, ils m'ont fait signer l'arrêté comme quoi je reprenais, mais ils m'ont dit, on vous enlève votre habilitation confidentielle d'essence, donc vous ne pouvez pas reprendre dans votre travail. Je vais quand même... vous faites donc 3 choix. Donc j'aurais fait des choix, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Donc j'avais fait comme choix, j'avais demandé de travailler à la protection d'Emmanuel Macron, j'avais demandé de travailler négociateur au RAID ou de partir en poste en ambassade. Ils m'ont dit c'est pas possible. Là je leur ai demandé du coup, je dis écoutez, moi je veux bien travailler dans la fanfare de la police nationale, je fais de la flûte traversière, donc je peux faire de la flûte traversière, de la flûte à bec ou du pipeau si vous avez besoin. Et là je n'ai plus de réponse. Mais je leur dis à chaque fois, je leur dis écoutez, plutôt que de créer une situation kafkaïenne, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Ce serait peut-être plus simple pour tout le monde. La difficulté c'est qu'ils ne me payent pas. Alors que normalement, légalement, le tribunal a dit, voilà, il est réintégré. Maintenant, si vous le faites pas de travail, c'est votre problème, ou si vous le faites pas, la rupture conventionnelle, c'est votre problème. Et il doit rentrer dans une case, soit il a sa rupture conventionnelle, soit il est payé. Donc l'État ne s'applique pas ici encore ses propres règles. C'est ça, ses propres règles. Donc du coup, ça me met dans une difficulté compliquée, parce que du coup, les impôts viennent me dire, attendez, vous nous devez tant d'argent. Je dis, mais moi, je veux bien vous le payer, mais je peux pas vous payer. Et c'est là où je fais la bascule par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent vivre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont face à cette bureaucratie étatique avec des petites cases qui broient les gens sur des situations qui pourraient être réglées simplement. Je pense par exemple à certains restaurateurs qui pendant la crise Covid ont eu des aides, mais l'État leur a pas donné en temps et en heure. Par contre, les impôts sont arrivés en disant vous nous devez tant de TVA, tant de choses. Ils ont dit attendez, on peut vous payer, mais il faut d'abord que l'autre côté, c'est pas la même caisse, c'est tuyau d'orgue, c'est pas pareil. Et en fait, ça détruit de l'emploi, ça détruit des vies, ça met des complications, parce qu'après, une fois qu'on peut être interdit bancaire, qu'on peut avoir des choses, le temps que ça se remette dans l'autre sens, c'est très long. Si on a des factures à payer, ça a aussi des conséquences sur sa santé, parce qu'on a des assurances, sur plein de choses en fait. Alors que des choses, si étaient faites dans l'ordre, si l'État était responsable de ce qu'il fait, du coup, on n'aurait pas tout ça. On mettrait les choses dans l'ordre. On dit, d'accord, on a fait une faute, on corrige on fait le nécessaire. Donc, en fait, c'est pour ça que ce que je vis, quand on me dit, ça dépasse mon cas personnel. Et, il y a une chose aussi que, du coup, ça a permis d'analyser, c'est qu'au début, je m'étais dit, les gens arrivent à être solidaires. Moi, j'ai toujours été aidé dans mes combats en disant, on y va parce que, je remercie tous les gens qui ont pu m'aider. Mais au bout d'un moment, ce qui m'a fait aussi réaliser, c'est que si au lieu d'être solidaires entre nous, on changeait la règle. Et qu'on faisait qu'on n'ait plus besoin de l'aide parce que le système va bien et qu'on est juste à profiter du bon temps ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a l'engagement politique qui est arrivé derrière. On se dit, on va changer les règles du système pour remettre les choses de façon responsable, un État responsable sous contrôle du peuple. Et puis, on va pouvoir passer du bon temps ensemble plutôt que de régler des problèmes
qu'on n'aurait pas eu si jamais ça avait été bien géré. Mmh. Voilà. Et comme disait Einstein, on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. On espère que ce mot sera entendu pour retrouver un État responsable dans cette refondation 2022. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à tous de l'avoir suivi sur francesoir.fr. Vos commentaires sont toujours les bienvenus si vous souhaitez réagir en dessous de l'article. Et puis nous continuerons à vous suivre si vous êtes la surprise ou le trouble fait, voire mieux, de la campagne présidentielle. Merci à vous. Merci, à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.